Salut tout le monde, petite annonce avant de passer aux vidéos. Pour ceux qui sont dans le coin de Québec, Jonathan et moi, le 25 avril, on va être à un 5 à 7 qu'on organise pour le lancement de mon livre. C'est au Pub chez Murphy's, dans le Vieux de Québec. On vous invite aussi à rester pour la suite. Il y a le lancement du numéro spécial du Verbe sur la fête, où Jonathan va aussi donner une présentation. Donc, venez nous écouter, venez nous parler. Le 25 avril, les détails vont être dans la description. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, ça va être un sujet plus controversé, mais je trouve qu'on n'a pas le choix d'en parler parce que tout le monde en parle ces temps-ci, c'est les interactions entre la politique et le christianisme. On n'est vraiment pas dans la même situation où on était il y a 4 ans, par exemple. Là, je trouve ça drôle quand je pense parce qu'il y a environ 4 ans, c'était le début de la COVID. On avait des lockdowns, puis notre perspective, disons, plus conservatrice chrétienne était vraiment une minorité, là. Puis aujourd'hui, c'est quand même, ça commence à être un flip, là, où le gouvernement aux États-Unis a complètement changé, puis ça a un impact global sur les médias sociaux. Euh, Puis il y a de plus en plus de gens qui font le genre d'argument qu'on entendait toi ou Jordan dire il y a 8 ans, là, disons, où il y a il y a quelque chose de fondamental dans une civilisation qui repose sur le christianisme, puis si on veut retourner à quelque chose de plus stable, éviter les problèmes qu'on a maintenant, on n'a pas le choix de faire quelque chose comme ça. Mais là c'est aussi comme sujet à un paquet de... Ça fait qu'il y a aussi beaucoup de controverses et de débats autour de ces questions-là, comme il y avait... Honnêtement, j'avais jamais vu jusqu'à il y a un mois peut-être, là. Euh, c'est vraiment comme même dans l'actualité, là, tu vas avoir des gens qui disent que OK, Trump a été sauvé par la Providence. Tu vas avoir J.D. Vance qui utilise des doctrines catholiques qui datent de 1000 ans pour parler de être, disons, mettre des frontières entre les pays. Puis là, des gens qui vont dénoncer le christianisme, ou moins certaines affirmations, qu'on vous a parlé des gens qui disaient que l'affirmation Christ is King s'est rendu un truc comme antisémitique d'extrême droite. Fait que là, ça brasse vraiment ces temps-ci. Fait que, avant qu'on en dise plus, j'aimerais ça savoir. Ça parle vraiment, surtout que ça c'est l'affaire de Crisis King, c'est pour ceux qui. Je sais pas quand ça va sortir le podcast, mais en tout cas, dans notre contexte, c'est arrivé hier. Puis ça implique des amis à moi, malheureusement. Oui, ben, tu sais, je veux dire, tout ce qu'on peut dire, c'est que tu sais, on voit que, en tout cas, aux États-Unis, il y a comme une sorte de réveil qui s'est passé durant la COVID. Les gens ont réalisé que où ce que ça s'en allait au niveau du globalisme, puis au niveau d'une sorte de, tu sais, comme une sorte de vision qui était comme post-humaine, tu sais, un peu anti-humaine, nihiliste de la civilisation qui s'installait, tu sais, qui était liée un peu avec d'un côté, l'espèce de l'image de la personne qui, tu sais, qui fait ce qu'elle veut, elle n'a pas de responsabilité. Tu sais, pendant la COVID, c'est un peu ça. Ils disaient, ben, tu sais, restez chez vous, c'est correct, c'est cool, vous allez voir. Restez chez vous, relaxez, regardez des films, manger du popcorn, tu sais. Puis en même temps, un système de contrôle qui est de plus en plus, de plus en plus violent. Euh, Fait que là, les gens réalisent qu'en fait, le côté religieux, c'est ça qui donne la colle à une société. Tu sais, que le côté national, c'est pas totalement suffisant. Le côté, même au Québec, tu vois, tu sais, la langue, clairement que la langue, c'est pas suffisant pour une nation. Puis que la vision du transcendant, c'est ça qui unit vraiment les gens ensemble, ultimement. Mais le problème, c'est que quand une fois que les gens ont réalisé ça, il y a deux visions. Une, c'est ah oui, OK, ben d'abord, ça veut dire que Dieu est le plus important. Ça veut dire que ma foi, c'est le plus important. Mon engagement dans la foi, c'est ça le plus important. Puis les choses vont découler de ça. Les autres biens vont découler de ça. Puis après ça, tu as d'autres qui finalement sont plus cyniques, puis qui sont pas particulièrement croyants, qui sont pas particulièrement chrétiens, puis qui disent ah oui, on a besoin du christianisme. Fait que là, on va pour des raisons civilisationnelles, pour des raisons politiques, bien, on va encourager un retour au christianisme. Mais notre but, c'est pas vraiment cette connexion-là, disons, avec la verticalité, mais c'est plutôt de s'assurer que notre civilisation continue. Et comme, c'est quand même compliqué comme sujet, là. C'est dur de savoir, même dans disons, le christianisme, qu'est-ce qui donne quel genre de civilisation, là. Je sais qu'il y a des débats, par exemple, ces temps-ci, où... Ben, des débats. Il y a une genre de manœuvre, honnêtement, là, puis je dis ça comme catholique, là, mais il y a une genre de manœuvre que beaucoup d'intellectuels catholiques font, de faire remonter la fondation des États-Unis, entre autres, sur des idées chrétiennes. Puis il y a beaucoup de gens, surtout des intellectuels, qui sont intéressés au catholicisme à cause de ça.
Mais il y a quelque chose de bizarre là-dedans que je comprends pas complètement, là, parce que, tu sais, jusqu'à assez récemment, c'était pas la foi des intellectuels, disons, le catholicisme aux États-Unis. Là. Ça a été fondé par surtout des protestants, soit des protestants déistes. Puis, tu sais, je pense qu'il y a vraiment des raisons comme... Il y a quelque chose de vrai dans l'idée de Weber de l'éthique de travail protestante, là, parce que tu regardes, tu sais, des pays protestants, c'est souvent les pays comme économiquement où ça va le mieux. Puis on pourra en reparler tantôt, mais j'ai l'impression quand même beaucoup de... La plupart des pays où je voudrais vivre, mettons, c'est souvent des pays qui ont été fondés un peu comme ça. Mais puis pendant longtemps après, quand des catholiques sont arrivés aux États-Unis, c'était surtout comme les paysans. Un peu la foi des intellos, ça allait être, disons, des vieux protestants, là, comme des anglicans, des luthériens, des calvinistes, etc. Puis c'était plus les paysans, disons, qui allaient avoir une chance d'être catholiques. Oui, parce que c'était pas des Irlandais, là. C'était des Irlandais, puis c'était des Français qui n'étaient pas, particulièrement un peu des Espagnols et tout. Fait que ça, c'était pas la culture dominante, là. Mais après ça, là, puis comme historiquement, c'est intéressant ce qui s'est passé. Là. Il semble que beaucoup de protestants ont comme abandonné cette ceux qui étaient le plus intellectuels, souvent ils sont juste comme fondus dans la culture. Ouais. Puis là, il y avait comme plus rien de chrétiens qui restait. Puis les gens qui sont restés plus chrétiens, souvent ils étaient justement moins intellectuels. Fait que là, on dirait comme les intellos chrétiens qui restent présentement pour débattre, c'est plus des catholiques. Fait que là, il y a des gens qui vont joindre l'Église catholique, mais il y a quelque chose qui est quand même complexe là-dedans, là, où comment ça se fait que ce soit surtout comme, on dirait, des idées plus protestantes qui ont fait que les États-Unis ont compliqué, c'est que le protestantisme, pas dans toutes ses formes, ça c'est important aussi parce qu'il y a certains protestants qui vont entendre ça puis ils vont dire non, tu te trompes, tu sais. C'est-à-dire que le protestantisme, c'est un mouvement soit vers l'État, c'est-à-dire dans le mouvement protestant, tu as eu des mouvements étatiques où l'Église d'État est née dans les mouvements protestants, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse et tout. Là, dans les pays nordiques aussi, il y a eu des églises d'État. Je sais pas, en Suisse, peut-être je me trompe, par exemple, désolé, je veux pas me tromper. Là. Il y a eu d'un côté la notion d'église d'État, puis après ça, il y a eu dans le mouvement protestant aussi un mouvement vers l'individu. Puis là, dans ça, on voit carrément un aspect qui est anti-hiérarchie, puis anti-État. On voit ça dans les mouvements anabaptistes qui mènent aussi vers les puritains. C'est pas la même ligne, là, mais dans les puritains, tu vois ça que ça continue vers les foi baptistes, puis les foi qui sont downstream du puritanisme. Puis c'est que dans le fond, tu vois, dans les deux côtés, il y a comme une réduction de la verticalité. Il y a une réduction de comprendre comment l'attachement vertical crée l'unité à travers les différents niveaux, soit que ce soit au niveau de réduire l'Église à un genre de service de l'État, ou bien de le réduire à la foi personnelle. On entend ça souvent là, dans les discours plus modernes. C'est pas une religion, c'est une relation, c'est moi puis Dieu, c'est comme un truc, c'est juste entre moi puis Dieu. Mais ce qui arrive, c'est que ça crée aussi, tu peux comprendre pourquoi ça va créer une augmentation économique et une augmentation scientifique. Parce qu'il y a comme une sorte de réduction. On échange la verticalité pour l'horizontalité. C'est quoi, Yuval Harari, il a dit on a échangé, comment il a dit ça? On a échangé le sens pour le pouvoir. On échange la verticalité pour la force ici. Fait que ça crée des économies plus fortes, ça crée un monde scientifique et tout. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, ça commence à manquer de gaz. Puis là, je pense que c'est là qu'on est rendu. C'est-à-dire, il y a une raison pourquoi que les catholiques ont perdu la force pendant un certain temps dans cette espèce d'expansion-là de pouvoir dans l'horizontalité. Mais là, cette extension-là est en train de s'éteindre parce qu'on manque le truc qui nous tenait ensemble. Fait que là, on voit un revirement qui est assez fascinant. C'est comme tu dis, les gens qui cherchent une solidité intellectuelle, une solidité de connexion verticale, bien là, ils retournent vers les églises traditionnelles parce que les églises qui sont issues finalement du protestantisme, il y en a beaucoup qui s'est rendu juste du divertissement. C'est rendu comme des églises cafés, des églises cinéma, des églises concerts. Puis là, on a perdu complètement là, l'espèce d'idée de verticalité. Puis c'est aussi, il n'y a plus l'idée de l'église de village, l'idée de la connexion, l'idée de l'église comme un genre de pilier qui tient la société ensemble. Dans le mouvement puritain, tu as carrément un sentiment, et dans l'anabaptiste, que l'Église, en fait, se tient contre la société.
que l'Église est comme une résistance à la société. Quand un peu dans l'idée que le Christ il dit, vous êtes du monde, mais pas, vous êtes dans le monde, mais pas du monde. C'est pas totalement illégitime comme pensée, mais quand l'Église au complet s'installe comme une sorte de réaction au monde scientifique, au monde. Moi, dans les églises que j'ai grandi aux États-Unis, dans les églises baptistes, c'est comme il y en a beaucoup pour qui c'était quasiment mal vu de voter. Les anabaptistes, par exemple, les Ménonites, les Amish et tout, en général, ils votent pas parce qu'ils ne sont pas du monde, ils sont comme séparés. Fait que là, ce qu'on voit, je pense, en ce moment, dans les personnages comme J.D. Vance, c'est une compréhension qu'en fait l'Église traditionnelle, le christianisme traditionnel, il offre une connexion qui est plus, qui une sorte d'intellectualité, une participation et tout ça qui connecte tout ensemble. Fait que c'est pour ça qu'on voit des gens comme ça retourner. Il y a quand même encore un peu des réformés, tu vois, qui sont forts, là, qui tiennent le coup, je trouve. Mais la majorité, je pense, des transformations, tu vois, c'est soit les orthodoxes, soit les catholiques, là. C'est intéressant, ça me rappelle la façon dont tu articules souvent les relations entre les différentes églises comme une hiérarchie ou ce qui va rejoindre le plus de monde quand même, c'est les églises protestantes, même si tu vois ça comme une version amoindrie des traditions qui sont plus... Non, mais tu peux le voir, c'est vraiment, tu peux utiliser le même argument puis dire, il y a un échange, qu'on a échangé la connexion verticale ou le sens vertical avec le pouvoir horizontal. Et ça fait que ça nous offre une puissance d'expansion vraiment incroyable. Puis c'est pour ça aussi qu'on est capable de s'adapter aussi, parce que là, on n'a plus l'idée d'être connecté autant, de façon un peu systématique là, dans tout ce qu'on fait. Bien là, on adapte. Fait que là, on adapte nos services, on n'a pas l'idée de liturgie, on fait n'importe quoi pour amener le message de Jésus le plus loin possible. Puis le pire, c'est que c'est pas complètement ridicule, ça marche. Ça fait ce que ça fait. D'avoir de la musique rock chrétienne, puis d'avoir des BD, puis des trucs comme ça, c'est quelque chose qui a l'effet que ça a. Là. C'est pas complètement à jeter par-dessus bord. Il faut saisir qu'est-ce que ça fait, mais c'est que c'est pas assez. Ouais. Mais même dans l'action, c'est ça que je trouve intéressant, parce que Jésus nous a dit sur quoi on allait le juger, là, comment on va s'occuper des pauvres. Puis, dans les faits, c'est quand même surtout à cause, justement, de choses comme la technologie qu'on a créée, qu'on est capable de faire ça aujourd'hui, puis qu'on s'occupe plus des pauvres. Là. Des gens qui meurent de faim, là, comme il n'y en a vraiment pas là, comparativement à avant. Des gens qui meurent quand ils sont des enfants, par exemple, c'est aussi comme beaucoup, beaucoup moins que ce qui se passait auparavant. Mais ça, c'est des avancées qui sont venues comme de façon active, puis quand même, disons, loin de la source. Là. C'est comme ça a réussi à aller loin de ce qu'on avait avant. Puis, oui, mais ça, tu peux voir, c'est intéressant parce que ça aussi, à un moment donné, ça va s'éteindre. On ne pourrait pas s'éteindre, ça va comme manquer parce que la notion la notion du médical universel, l'idée qu'il faut offrir de l'aide médicale à tout le monde le plus possible et tout, c'est pas quelque chose qui va nécessairement survivre qui va pas nécessairement survivre la fin du christianisme. Hein. C'est pas quelque... on le voit déjà dans l'idée là, de plus en plus d'offrir l'aide médicale à mourir, puis l'offrir pour des raisons de plus en plus, de moins en moins difficiles. Là. On dit, ben, t'es déprimé, t'es anorexique, t'es un drogué, ça, ben, là, tu pourrais mourir, là, ça serait une bonne solution à ton problème. Là. Fait que, ça va être intéressant parce que, dans le fond, on voit comment le système lui-même, il mène à une reverticalisation. J'ai l'impression, d'ailleurs, en passant, que l'intelligence artificielle, ça va faire ça aussi à la longue. C'est-à-dire que parce que là, on a comme augmenté la puissance d'une sorte d'intelligence extérieure, une sorte de calculatrice infinie là, qui peut tout faire. Bien là, ça va nous forcer à revenir vers une compréhension. Disons, l'espèce d'anthropologie qui est vraiment importante dans la vision, traditionnelle du christianisme, qui est comme laissée de côté, disons, un petit peu dans une vision, dans une vision chrétienne populaire, là, plus évangélique, où c'est comme, ben, t'es un pécheur, il faut que tu sois sauvé, crois en Jésus, tu vas au ciel.
c'est comme là, il n'y a pas d'anthropologie, là, il n'y a pas une anthropologie nécessaire pour répondre à la menace de l'intelligence artificielle. Tandis que là, disons, l'anthropologie profonde des pères de l'Église, elle va devenir nécessaire parce que sinon, on va juste se faire avaler. Ouais. C'est intéressant parce que tu vois vraiment comment, disons, comme un genre de. On respire vers l'extérieur. Le christianisme, comme qui s'étend, puis qui perd un peu la connexion verticale, mais gagne la connexion horizontale. Puis ensuite, comme une vague qui peut revenir vers le vertical, puis qu'on se rétende. Mais qu'est-ce que tu penses, disons, de l'observation que, tu sais, mettons, personnellement, je pense pas que je voudrais vivre dans un pays qui est, disons, catholique ou orthodoxe. Tu sais, je voudrais pas immigrer, mettons, en Europe de l'Est, là, ou dans le sud de l'Espagne ou d'Italie, mettons. Là. J'ai quand même l'impression que la meilleure place où je voudrais vivre, c'est quand même les États-Unis, probablement. Ouais. Y compris pour pratiquer ma foi. Fait il y a quelque chose de bizarre là-dedans, quand même. Là. Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai pensé à ça souvent parce que, tu sais, souvent, Mathieu, mon frère et moi, quand on était jeunes, on parlait du problème de l'Orient et de l'Occident. C'est un peu l'idée de dire, comment je pourrais dire, tu sais, l'idée de penser que l'Occident, c'est juste la sombreté. Tu sais, l'Occident, c'est juste l'endroit où le soleil se couche, l'endroit où, tu sais, où là, les choses finissent et tout. Puis il y a comme une sorte de fragmentation, une tyrannie et tout. Mais la réalité, c'est que même dans le cycle normal, puis c'est Tolkien qui m'a fait penser à ça, parce que Tolkien, il n'arrête pas de parler de l'ombre qui grandit à l'est. Parce que lui, il parle du soleil qui se couche, puis là, il dit l'ombre grandit vers l'est. Puis c'est comme si tu réalises que si l'Occident, puis l'Ouest, c'est l'endroit où le soleil se couche, mais c'est quand même là que la lumière allait quand le soleil se couche. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est pour ça que les États-Unis puis l'Amérique, ils ont quelque chose qui est à la fois une image de la prostituée, je pense, puis mais à la fois aussi une image du royaume qui est comme mélangée ensemble. C'est super intéressant, comme, disons, si tu penses à des monastères bénédictins qui existent maintenant en Californie, aux États-Unis, là, c'est incroyable. C'est des choses que les Européens ne pourraient même pas imaginer seraient construits aujourd'hui. On voit la même chose chez les monastères orthodoxes. Il y a des monastères aux États-Unis qui sont vraiment juste incroyables, vivants, pleins de... Puis, même ici, là, on a un petit monastère de sœurs à la chute ici, là, puis là, on a eu des gens qui sont venus qui nous parlaient de comment que c'est vivant, comment les sœurs sont vivantes et tout. Fait qu'il y a comme un... Moi, je pense que c'est ça, il y a comme un... C'est comme si dans le mélange, il y a aussi une possibilité de voir... Dans le mélange, il y a une possibilité de voir une sorte de début de synthèse. Il ne faut pas confondre les deux, mais il y a quelque chose de possible on dirait qu'il se dessine dans l'endroit le plus sombre. Ouais. Fait que, mettons, ce que tu vois, ce que tu penses qui va se passer, c'est quoi? C'est que de plus en plus de chrétiens, disons, vont devoir se tourner vers les versions plus traditionnelles parce qu'ils voient que c'est de là que les avantages horizontaux dont ils jouissent viennent. Mais il faut qu'ils récupèrent le bien. Tu sais, ça, le problème, c'est que quand tu sais, les pères d'église, Grégoire Denis, ils parlent de piller les Égyptiens, tu sais. Je pense que c'est ça qui est important aussi, de toujours comprendre que, tu sais, l'idée de retourner, puis tu sais, des fois, j'en rencontre, tu sais, surtout des cathos traditionnalistes, excusez-nous s'il y en a qui regardent ça, là. Mais tu sais, des fois, tu rencontres des gens, puis c'est comme, tu sais, ils veulent juste retourner, tu sais, s'ils peuvent juste retourner au roi Soleil, puis une monarchie absolue, puis un catholicisme du Concile de Trente, ben là, on va trouver le truc. Mais c'est comme non. Tu sais, on peut pas faire ça, puis on veut pas faire ça, surtout dans un monde technologique, t'imagines? C'est horrible. Tu sais, dans un monde technologique, tu veux pas une monarchie absolue? Faut vraiment être ridicule pour penser qu'une monarchie absolue dans un monde technologique, c'est une bonne idée, là. Tu sais, il faut être capable de prendre des Égyptiens, il faut être capable de comprendre c'est quoi les meilleures solutions dans le contexte qu'on est, qui sont applicables à faire que le royaume de Dieu est le plus présent possible dans le monde. Là. Ouais. Là-dessus, je t'avais déjà entendu parler en anglais que t'étais plus du côté de la monarchie que du côté de la démocratie. Est-ce que c'est encore le cas? Penses-tu qu'il y a comme un système politique qui est vraiment plus aligné avec le christianisme ou ça dépend beaucoup des circonstances?
Mais je pense que c'est sûr que ça dépend des circonstances, mais j'ai l'impression que l'idée de quelque chose comme une monarchie constitutionnelle, c'est possiblement le meilleur système si c'était bien compris. Puis la raison pour laquelle je dis ça, c'est que le problème avec on le voit, le problème avec la démocratie, un des problèmes avec la démocratie, c'est que, là, on parle vraiment de politique, par exemple, là, on parle plus de christianisme, mais un des problèmes avec la démocratie, c'est que le chef d'État est politisé, toujours. Donc, quand tu as ton homme dans le siège, bien là, ton côté, il est ascendant, puis là, tu es content, puis là, tu démonises l'ennemi. Puis là, ça change comme ça. Puis ça a tendance, d'ailleurs, surtout dans les systèmes, surtout comme aux États-Unis, dans le système où tu as carrément deux partis, bien là, c'est comme 50-50. C'est juste c'est les lois naturelles du monde qui s'installent. C'est à peu près 50-50, 52 48 51 49 Puis là, Trump, on dit, il a gagné, il a vraiment gagné le vote populaire, mais il y a comme 2 sur le vote populaire. C'est ça le problème, tandis que d'avoir une figure qui transcende le conflit politique, ça peut vraiment être important. C'est pour ça aussi que d'ailleurs, c'est compliqué parce qu'on n'a pas tendance à penser comme ça, mais la raison pourquoi que les monarchies ils faisaient des alliances de mariage, c'est carrément pour que l'unité du peuple se manifeste dans la personne. Fait que le roi, disons, je sais pas moi, le roi anglo-saxon, bien là, il allait marier une femme écossaise, puis là, sa femme est écossaise. Fait que là, ça unit le peuple symboliquement au sommet, puis ça fait que tu sais que dans le couple ou les enfants du couple, ils ne seront pas juste politisés de mon bord ou de l'autre bord. Ils vont avoir les deux apports en eux, puis d'une certaine façon, ils ne vont pas appartenir à aucun des tribus. Fait que c'est pour ça que le monarque, il apparaît comme au-delà du conflit politique. Pas toujours, il n'y a rien de parfait, là, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est ça l'idée d'avoir une figure un peu symbolique qui est au-delà du conflit politique. Fait que c'est pour ça, le roi en Angleterre, il joue ce rôle-là, parce que entre les Écossais, les Irlandais, les Anglais, puis les Welsh, je ne sais pas comment on dit en français, je ne sais pas c'est quoi, mais il n'y a pas de, il y a pas rien. C'est juste des conflits pendant 1000 ans. Là. Il y a une figure qu'il faut qu'ils les unisse. Anyways, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que ça, mais le problème avec une monarchie en ce moment, c'est le problème de la technologie. C'est le problème du pouvoir absolu où la technologie rend l'idée d'un monarque extrêmement épeurant. C'est vraiment épeurant. Fait que j'ai l'impression qu'il faudrait avoir une sorte d'hybride entre une figure qui représente l'unité du peuple, puis une façon pour le peuple de parler, puis de répondre, puis de donner sa réaction. Là. Ouais. Comme tu as mentionné, c'est en Angleterre, il y a un système comme ça, puis historiquement, je trouve ça assez impressionnant quand même, l'histoire de l'Angleterre, là, où c'est un pays qui ont fait cette transition-là d'une monarchie vers une démocratie avec une monarchie, puis ça s'est vraiment bien passé comparativement à tous les autres pays en Europe. Puis si tu regardes aussi les pays qui sont des anciennes colonies britanniques, c'est vraiment mieux que tous les autres pays qui ont eu des colonies. Là. Il y a eu quelque chose de spécial dans ce système-là. Mais ça m'amène à un autre point sur lequel j'ai envie de revenir. En fait, là, c'est le débat qu'il y a eu avec J.D. Vance autour de l'ordre des amours. Puis notamment, c'est un débat qui est très gros en Europe ces temps-ci. Puis quelque chose de bizarre qui se passe en Angleterre, entre autres, mais dans plein de pays en Europe, là, où on dirait... Je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu en penses, mais on dirait de l'extérieur, j'ai l'impression que selon les Européens, ils n'ont jamais comme récupéré vraiment la Deuxième Guerre mondiale, puis des erreurs qu'ils ont fait, là, puis depuis ce temps-là, ils ont comme... C'est comme s'ils acceptaient presque de mourir, là, puis de se dissoudre. Là. Oui, c'est ça l'impression qu'on a. Là. C'est comme si, dans le fond, ce qu'on a voulu faire, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, on a voulu saper la vitalité de l'Europe pour éviter encore un autre problème. Puis c'est totalement compréhensible pourquoi que ça s'est fait. Là. Pourquoi que les Européens, on ne voulait pas que l'Allemagne ait une armée, on voulait pas, il y a eu plein de choses qui ont été faites pour comme empêcher la sorte de vitalité européenne. Mais ça a des conséquences. Là.
la conséquence, c'est qu'exactement, c'est comme une sorte de mort progressive, là, une absence de vie qui fait que tranquillement, l'Europe est en train de disparaître. Puis là, tu vois que Trump, on dirait qu'il a carrément décidé d'abandonner l'Europe. Il a décidé, puis c'est vraiment une stratégie qui est durement politique. Là. Il voit qu'il n'y a pas de raison vraiment politique de mettre les efforts là parce que c'est fini. C'est ça le sentiment qu'on a. Fait que, tu peux comprendre pourquoi les Européens ils sont en état de crise. Parce que là, ils voient que les Américains les abandonnent. Mais ça se peut que ça va être bon. Ça se peut que ça va forcer les Européens à se dire, OK, oui, on est quelque chose. On n'est pas rien, en fait. On n'est pas juste un territoire où que n'importe qui peut exister, puis n'importe quelle culture, puis n'importe quelle identité, puis n'importe quelle... Puis c'est pas grave, puis c'est tout... ça se peut qu'ils vont dire, OK, on est comme quelque chose, je ne sais pas à quoi ça va mener. Et là, l'Allemagne, il a annoncé un énorme investissement dans le militaire. C'est vrai, j'avais oublié ça. Oui. Fait que là, tu te dis, OK, ouais, ça va mener où exactement? Ça, c'est comme dans le fond, c'est ça que Trump voulait. C'est ça que Trump voulait, mais je pense pas, je sais pas si lui, il saisit aussi l'image de l'Allemagne avec une immense armée. C'est ça. Fait que, dude, I don't know. Je sais pas, ouais, c'est difficile de savoir ce qui va se passer, mais je pense que J.D. Vance, le fait qu'il apporte cette idée-là de l'ordre des amours, dans le fond, c'est important parce que c'est ça qui nous manquait pendant la COVID. Les gens ont arrêté de comprendre qu'il y a une hiérarchie d'amour qui fait qu'on prend les décisions. Puis quand on n'a pas ça, ben là, ce qui arrive, c'est qu'on se fait capturer. On se fait capturer par des amours secondaires, puis là, on réalise que même s'il on se fait comme hypnotiser par quelque chose, c'est ce qui est arrivé pendant la COVID, on s'est fait hypnotiser par l'idée de la sécurité, puis là, on a arrêté de penser que la sécurité, c'était quelque chose qui devait exister dans une hiérarchie d'amour. Que oui, la sécurité, c'est important, mais qu'il faut la placer avec d'autres priorités. Que si tu dis, OK, ben là, on va tout agir pour la sécurité, puis là, tu oublies les autres, qu'il y a un autre ordre d'amour qui est plus important, bien là, tu finis avec ce qui est arrivé. Tu finis avec une genre de tyrannie. Là. Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui... J'ai comme vu beaucoup de chrétiens plus à gauche, disons, s'opposer à ça en disant que Jésus a tendance à favoriser de donner ce que tu as pour ton prochain, là, pour le voisin. Ben moi, ce que je dirais à ces gens-là, c'est que si tu penses ça, fais-le, puis tais-toi. C'est vraiment simple. C'est vraiment simple. L'idée de voir des gens qui disent que l'État devrait faire ça, mais pas moi. Mm-hmm. Moi, je ne ferai pas ça. Moi, je vais pas. Moi, je vais avoir mes 2 voitures, puis mon auto, puis mon REER, puis mes affaires. Mais l'État devrait agir comme Jésus dit. Mais ça c'est vraiment une erreur. Puis, l'erreur est simple. L'erreur est pas si compliquée que ça. C'est-à-dire, il y a une erreur de comprendre. Puis c'est vraiment relié avec ce qu'on dit quand on parle de l'idée que le christianisme est basé sur le sacrifice de soi. Mais le sacrifice de soi, il donne naissance à un monde cohérent. Fait que c'est pas que le sacrifice de soi, comment je pourrais dire? La façon de l'expliquer, c'est de dire que l'ascète qui vit, disons, dans un monastère, qui ne se marie pas, qui sacrifie son désir sexuel dans la prière puis l'adoration de Dieu, bien, en bas de la montagne de ces ascètes-là, il y a des familles avec 10, 12 enfants. Puis que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, l'idée de penser que ce que Jésus propose, c'est un système social, c'est pas ça que Jésus propose. Il propose une hiérarchie qui sait que si le sacrifice est en haut, bien, en bas, il va y avoir un monde cohérent qui va agir. T'sais. Fait que l'idée de dire, c'est simple. L'idée, c'est de dire celui qui se donne pour l'étranger, qui sacrifie tout, qui donne son manteau, puis qui donne tout, puis qui se sacrifie, bien, en bas de ça, ce qu'il y a, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour sa femme, pour ses enfants, pour les gens autour de lui, qui s'occupe des responsabilités que Dieu a mises dans sa vie. Mais quelqu'un qui essaie quelqu'un qui essaie de présenter ça comme une genre de structure cosmique, là, de dire il faut toujours prioriser comme un genre de système, là,
faut prioriser celui qui est pas dans ma responsabilité avant ceux qui sont sous ma responsabilité. Mais sérieux, moi, je dis fais-le tout simplement. Mais tu sais, l'idée que tu devrais donner la nourriture de tes enfants à un étranger, c'est vraiment ridicule. Puis il n'y a rien de chrétien là-dedans. Puis d'ailleurs, on connaît des exemples. Moi, je connais des exemples. Tu vois des gens qui vivent comme ça. Moi, j'en ai rencontré dans ma vie, surtout parce que dans le monde protestant, tu avais souvent des pasteurs qui, eux, donnaient tout à l'Église, donnaient tout aux gens, puis ils oubliaient leur famille. Mais ça détruisait leur monde. Puis Saint Paul, il dit que si tu n'es pas capable de t'occuper de ta famille, tu ne devrais pas t'occuper de l'Église, tu ne devrais pas t'occuper des autres, là. Et il y a vraiment cette idée-là. On ne peut pas présenter la notion du bon samaritain sans comprendre tout le reste de ce que Jésus dit. Ah, c'est bon, ça fait du sens. Je retournerai à une autre affaire qu'on avait effleuré, là, le sujet de l'intelligence artificielle, parce que c'est quelque chose qui semble avoir des répercussions au niveau politique. Là. Il y a toujours Là, on a appris récemment, là, après que Biden ait perdu, des gens sont allés comme expliquer sur des podcasts que le gouvernement de Biden essayait de consolider, disons, certaines compagnies d'intelligence artificielle, puis essentiellement les contrôler, mais en contrepartie, il allait mettre beaucoup de barrières légales pour qu'il n'y ait pas d'autres compagnies qui viennent leur faire compétition. Fait que ça s'appelle la capture régulatoire, là. C'est comme une vieille manœuvre en business que ça devrait être illégal. Je pense que c'est illégal en théorie, mais c'est le genre de truc. C'est une façon de faire les oligopoles. C'est une façon de créer des oligopoles. Fait qu'il y avait ça qui se passait avec Biden, puis c'est le genre de choses qui étaient critiquées, puis une des raisons pourquoi Trump est arrivé, puis beaucoup de gens, au moins dans le monde de la technologie, étaient contents. Là, OK, c'est possible de rouvrir. Mais là, de l'autre côté, il y a aussi le projet Stargate que Trump veut faire, où il veut investir des centaines de millions là-dedans, puis... Des milliards. Des milliards. 500 milliards. Puis à son inauguration, il y avait les plus grands leaders de technologie aux États-Unis qui étaient là, comme Zuckerberg, Bezos, Musk, etc. Fait qu'il y a ce genre quand même de relation-là qui se passe avec l'intelligence artificielle puis la politique ces temps-ci qui est quand même gros. Ça. Puis je me demandais quel genre de répercussions tu vois qui s'en viennent là-dessus. Ouais, mais c'est intéressant de voir que même J.D. Vance, je pense que c'était dans le même speech. Ça se peut que c'était carrément dans le même speech où il a comme critiqué la stratégie de défense européenne, où il a dit que le vrai danger en Europe, c'est le manque de liberté d'expression, puis la censure, puis aussi l'immigration massive. Puis là, J.D. Vance, je pense que c'est dans le même... Ça se peut que je me trompe, mais en tout cas, c'était dans le même voyage, en tout cas, où il a dit aussi que là, les Américains vont être les leaders de l'intelligence artificielle qui vont enlever les régulations, le système régulatoire et tout. Ça, c'est assez intéressant parce que, comment je pourrais dire? C'est intéressant parce qu'il y a comme une sorte de côté vraiment anti-humain dans l'intelligence artificielle. Il y a vraiment un aspect qui est anti-humain. Puis moi, je sais parce que, j'ai quand même la chance étrange de parler à certaines personnes qui sont très haut placés maintenant dans le monde de l'intelligence artificielle. Eux-mêmes, ils disent qu'ils ont peur que les humains vont abdiquer devant l'intelligence artificielle. Les gens qui le font, là, les gens, là, les CEO des compagnies, ils disent, j'ai peur que l'être humain, comment il va se percevoir, puis j'ai peur que l'être humain va abdiquer devant l'intelligence artificielle. Puis là, le projet Stargate, mais ça, c'est vraiment dark, là, surtout, le nom du projet Stargate, c'est vraiment incroyable. Pour ceux qui ne savent pas, le projet Stargate, c'est déjà un projet qui existait dans le gouvernement américain. C'est un projet qui est lié avec la vision, comment on appelle ça, c'est en français, remote vision viewing. À distance. Oui, vision à distance. Dans le fond, c'est l'idée que le CIA a développé des projets, je pense qu'elle a commencé à la fin des années 70 jusqu'à les années 90, de gens qui apprenaient, qui étaient supposément des gens de mystiques ou des médiums, qui essayaient de voir à distance pour trouver les armements des ennemis et tout. Puis il semblerait qu'il y avait quand même un certain succès dans ça. C'était pas un succès 100%. Finalement, le CIA ont décidé de fermer le projet, mais il y a des gens qui étaient impliqués dans le projet, certains des médiums qui étaient là, qui ont commencé à parler plutôt des intelligences interdimensionnelles, des extraterrestres, tous ces trucs-là. Fait que, il y a une connexion entre le projet Stargate
de l'idée d'aller de voir à distance. Il y a, il y a une connexion entre ça et tout le mouvement des UFO, des extraterrestres, l'idée des concepts des êtres interdimensionnels. Puis après ça, il y a la série puis le film Stargate, que c'est carrément des gens qui construisent des portails pour faire venir les dieux égyptiens dans le monde. Ouais. Puis Elon Musk a fondé une grosse usine à Memphis, là, il n'y a pas longtemps, là, puis c'est comme le nom d'une capitale égyptienne, puis il a même fait une joke là-dessus, là, sur le fait que, OK, c'est peut-être là que nos prochains dieux vont venir. Vont venir, tu sais. Fait que, il y a comme une sorte de... Il y a comme une idée que les gens jouent avec le feu, là. Tu sais, il y a vraiment des gens qui jouent avec le feu au niveau de la connexion entre tous ces trucs-là, tu sais. Puis il y a certaines personnes, en tout cas, avec qui je parle dans le monde de la technologie, qui voient qu'il y a comme une sorte de fusion qui s'en vient entre la question de l'intelligence artificielle, l'espèce de toutes les conspirations, tous les trucs par rapport aux extraterrestres, puis aussi les psychédéliques, l'idée de rencontrer des êtres non physiques ou des êtres interdimensionnels, whatever que tu veux les appeler. Là. Tout ça, c'est comme en train de se connecter ensemble. T'sais. Fait que c'est pas particulièrement encourageant. Là. Puis le fait qu'ils ont appelé ça le projet Stargate. C'est quoi qu'ils pensent? C'est dur de ne pas penser qu'ils font exprès. Là, Ça se peut. Ben, les noms, souvent, des choses dans lesquelles Musk est impliqué, il fait exprès que ce soit drôle. Là, comme le... Ouais, mais là, c'est pas Elon Musk qui n'est pas impliqué dans ça, lui. Ah non, OK, non, OK. il est contre le projet Stargate. OK. Oh, oui, OK, il est très contre parce que lui, il veut contrôler l'intelligence artificielle. Fait qu'il lui, il voit OpenAI comme vraiment extrêmement dangereux. Puis là, il veut créer, c'est pour ça qu'il essaie de créer XAI comme un compétiteur à OpenAI pour pas que l'intelligence artificielle soit contrôlée par ces gens-là, parce qu'il les voit comme vraiment dangereux. Fait que lui, il oppose le projet Stargate. C'est intéressant, en tout cas. Mais tu sais, lui, il n'est pas mieux non plus, là. Tu sais, lui, les choses qu'il fait, comme tu dis, c'est vraiment... tu sais, c'est lui qui veut mettre des chips dans nos cerveaux, là. Ouais, ça va brasser. Ça va brasser. Ouais. Peut-être pour... Je sais pas quand on arrive à tout ça. C'est comme... on parle de politique, là, on finit à parler de... Tu sais, c'est difficile parce que quand... les gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, là, ils disent, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, c'est un truc de conspiration, c'est un truc de... Mais il faut juste le comprendre, tu sais, au niveau cosmique, de comprendre l'idée de l'intelligence non humaine, tu sais. L'intelligence étrangère, c'est une façon de le saisir. C'est que il y a l'étranger en général, il y a une possibilité d'augmenter mon pouvoir. Ça, c'est simple à comprendre. Hein? C'est-à-dire, tu as des étrangers. Les étrangers ont des choses que moi, je n'ai pas. Si je m'allie avec eux, bien là, je peux avoir des choses que je n'ai pas. C'est pas compliqué. Ben aussi au niveau de la guerre. C'est-à-dire, il y a des étrangers, ils ont des terres, ils ont des femmes, il y a des choses que je n'ai pas. Je fais la guerre avec eux, je prends leurs trucs, puis là, j'augmente mon potentiel. Fait que l'étranger, il y a toujours une image de la possibilité d'augmenter ton potentiel. OK? Mais aussi, l'idée de l'étrange, ou ce qui est étrange, c'est aussi la possibilité d'être dilué. C'est-à-dire que là, je perds mon identité dans ce qui n'est pas moi. Alors, je mets toute mon énergie, puis là, finalement, ça se retourne contre moi, parce que ce que ça fait, c'est que ça prend mon identité, ça la dilue dans ce qui n'est pas moi. Fait que je me perds. Un exemple de ça qu'on connaît clairement, c'est les Romains, ils disent, on va prendre des mercenaires, ça va augmenter notre pouvoir. Fait que là, on prend des mercenaires, on augmente notre pouvoir, mais à un moment donné, on le fait tellement que là, la force des mercenaires est rendue plus grande que la capacité que l'identité a de les tenir ensemble. Puis là, ce que ça fait, c'est que là, les mercenaires, c'est eux qui ont des... Tu sais, quand les gens disent Rome est tombée, mais Rome est tombée à des mercenaires romains. Tu sais, les gens qui ont attaqué Rome, les barbares, c'était des soldats romains. C'était des gens c'était des barbares romanisés qui ont décidé, ben là, nous, on va juste prendre cette affaire-là. T'sais. Fait que tu peux comprendre les deux. T'sais. Fait que là, si tu appliques ça à la question d'intelligence, ben là, tu peux comprendre le danger, c'est-à-dire l'image mythologique de parler à des extraterrestres pour recevoir des idées technologiques ou l'idée de prendre des psychédéliques puis d'avoir des contacts avec des intelligences qui sont étrangères. Puis là, de recevoir des informations de ces intelligences-là,
ça devient pas complet, ça devient moins comme juste conspirationniste fou. Ça devient juste comme, c'est juste comprendre le système de comment l'identité et l'intelligence fonctionnent, puis comment qu'on peut accéder à des intelligences étrangères pour augmenter notre pouvoir. Mais, tu sais, là, pense-y là, juste là, au niveau des l'espionnage. C'est-à-dire, moi, je suis un Américain, un Canadien, je veux avoir de l'intelligence étrangère. Fait que là, je vais espionner les Russes, puis je vais essayer d'avoir accès à leur intelligence pour augmenter mon pouvoir. OK. Mais là, tu as un problème. Fait que là, tu trouves des agents doubles, tu trouves des gens qui sont prêts à t'informer, tu trouves des informateurs, tu trouves ça. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'ils ne sont pas toi. Fait que là, est-ce qu'ils disent la vérité? Pourquoi qu'ils te donnent cette information-là? Pourquoi que l'intelligence étrangère te donne l'information? Est-ce qu'eux, ils ont des motifs différents des tiens? Est-ce qu'ils ont des intentionnalités différentes des tiennes? Est-ce qu'ils ont des désirs différents des tiens? C'est ça le problème de l'intelligence étrangère. C'est que quand on est en train de créer des intelligences, du même l'intelligence artificielle, mais on ne connaît pas c'est quoi l'internationalité qui peut se développer dans ces intelligences-là parce qu'ils n'ont pas la même intentionnalité que nous. Soit le système lui-même, soit l'intelligence artificielle, ou soit les gens qui la programment. T'sais, soit les gens qui sont en train de te mettre ça à ton service, qui sont en train de mettre l'intelligence étrangère à ton service. C'est quoi qu'ils veulent, ces gens-là? Est-ce qu'ils veulent juste ton argent? Peut-être. Peut-être qu'ils veulent d'autres choses. On ne sait pas. C'est ça le problème avec l'intelligence étrangère. Fait que là, applique cette vision-là à et l'espionnage. Pense qu'on a dit, on a parlé de l'espionnage avec des médiums. Et l'espionnage et l'idée de recevoir des informations par des intelligences non humaines, ça soit ça des extraterrestres ou des êtres interdimensionnels ou whatever que tu veux les appeler, ou des elfes ou je ne sais pas quoi, ou ça, des démons, des anges, OK? Puis l'idée aussi de créer une intelligence qui est non humaine, bien, tout ça, c'est connecté ensemble dans le problème. C'est toujours relié avec l'idée d'avoir plus de pouvoir. La démonologie, à la fin du Moyen Âge, le but de la démonologie, c'était ça. Les gens qui invoquaient des démons à la fin du Moyen Âge, là, c'était des chrétiens en théorie. Là. On a comme l'idée aujourd'hui que c'était des satanites, des occultistes et tout. Eux, c'est des chrétiens qui disaient « Ah, mais moi, je devrais pouvoir capturer un esprit de quelque chose, puis le subjuguer à ma volonté, puis comme ça, je vais augmenter mon pouvoir. Parce que je vais subjuguer tel démon à ma volonté, puis je vais l'utiliser comme vraiment l'idée du génie dans une lampe. Mais ça, c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. C'est juste qu'on a perdu tout le langage spirituel pour en parler. Mais quand on essaie de créer des intelligences puissantes, non humaines, bien, on est en train de faire des choses similaires à ce que faisaient les gens de Magus au 14e siècle qui créaient des grimoires pour convoquer des démons. Là. Ouais, ton ami Roger, il en parle pas mal dans son nouveau livre sur le réenchantement. Là, puis je trouve que c'est une façon, peut-être une bonne façon de finir aussi l'épisode parce qu'il permet de parler des dangers qui arrivent, mais aussi des opportunités qu'il y a pour les chrétiens. Là, parce que ça fait qu'en fait, les gens, ils s'en rendent peut-être pas compte, mais ils reviennent dans un terrain qui est connu pour des chrétiens. Là. Ils reviennent dans un terrain d'un monde enchanté. Puis les catégories qu'on parle d'anges puis de démons, ben, ils vont devenir rapidement applicables. En fait, de plus en plus. Je pense qu'il y a déjà plein de gens qui voient que ça s'applique, mais de plus en plus de gens qui sont capables de voir que les catégories chrétiennes sont capables de dealer avec les problèmes qu'on a aujourd'hui. Puis les gens qui viennent vraiment aux prises de puissance démoniaque comme ça, ben après, ben, il y a des solutions spirituelles connues quand même pour aussi dealer avec ça. Fait que c'est très dangereux où est-ce qu'on s'en va, puis c'est lié avec la politique puis le projet que plein de gens ont qu'on serve des dieux technologiques, mais c'est aussi une place où il y a plein d'opportunités assez directes pour des chrétiens. Oui, ça. Est-ce qu'on va voir un jour une compagnie de AI qui vont appeler un exorciste pour venir exorciser leur machine? Super façon de finir la conversation. Qui aurait pensé? C'est drôle parce que, tu sais, j'ai juste dit un dernier truc avant qu'on parte, là, c'est que quand j'ai commencé à parler de symbolisme, j'utilisais toujours l'idée que j'utilisais l'exemple de gens qui parlent de symbolisme religieux puis qui arrivent finalement toujours à parler des extraterrestres.
j'utilisais ça comme un exemple pour parler de ce que je fais pas, en fait. C'est-à-dire, moi, je fais pas ça. Moi, je suis pas le genre de personne qui parle de symbolisme religieux, puis là, quand tu l'écoutes après un certain temps, finalement, il commence à parler d'extraterrestres et tout. Puis là, je me retrouve dans une situation où là, je suis comme forcé à parler de ces affaires-là. Puis j'aime vraiment pas ça parce que j'ai l'impression que je me trahis, mais en même temps, ça devient extrêmement... C'est une des meilleures façons de comprendre ce qui se passe. Tu sais, puis c'est ça aussi, d'une certaine façon, qui se passe. Fait qu'on n'a comme pas vraiment le choix d'en parler de cette façon-là. Là. Ouais, c'est très bizarre. Le monde a C'est vraiment beaucoup très- changé depuis 4 ans puis depuis 8 ans, là, Ouais. comme on avait commencé l'épisode. Bon, ben, je pense que c'est une note intéressante puis le fun sur laquelle finir. Donc, merci Jonathan. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis on va se revoir dans quelques semaines pour le prochain épisode. Bye bye. Salut.